top. Il est midi 03, donc en attendant que les autres arrivent, on va déjà commencer en douceur. Qu'est-ce que t'en dis, Emmanuel? Oui, oui, c'est bon. Parfait. Je suis prêt pour le Bah, déjeuner, mais aussi pour le café. bah oui, rebonjour Emmanuel. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Notre dernier webinaire de l'année. Tu nous fais l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Et donc, pour te présenter un peu, donc déjà, avant ça, nous remercions Sustas qu'en cette fin d'année, déjà, on a dépassé les 40 000 utilisateurs et vous êtes nombreux à avoir sollicité justement nos services. Et donc, aujourd'hui, on va parler de ce qui nous intéresse, de la stratégie pour adopter l'IA et avec un cas d'usage très concret de la veille, que ce soit concurrentielle ou informationnelle. Et donc, je suis accompagnée aujourd'hui, comme je disais, d'Emmanuel Guérin du groupe de Primial France. Il est DSI et Primial France fait partie du groupe Agrial. Emmanuel, tu as 30 ans, plus de 30 ans d'expérience derrière toi dans plusieurs domaines, dans les opérations, le management, les systèmes d'information. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce qu'est Primial France? Quelles sont tes missions principales chez Primial France? Donc, Primial France, en fait, est une société qui fait partie de la coopérative Agrial. Donc, Agrial, c'est une coopérative qui a 12 000 adhérents, basée en grande partie dans l'ouest de la France, et qui produit un nombre important de produits agricoles, que ce soit d'un point de vue légumes, d'un point de vue viande, produits frais, boissons. En fait, Priméal fait partie de l'activité légumière. Et dans ce cadre-là, en fait, on distribue plus de 450 000 tonnes de produits en France et à l'international à partir des campagnes françaises. En ce qui concerne donc mon rôle, c'est de m'occuper des systèmes d'information pour cette activité priméale avec mes équipes et puis aussi avec l'ensemble de nos collègues au sein d'Agrial qui nous accompagnent pour tout ce qui peut être plus commun comme les infrastructures. C'est très intéressant. Tu as d'ailleurs travaillé dans des entreprises très connues comme Safran, Danone, ID Logistics. Et aujourd'hui, tu fais partie du groupe Agrial. Oui, alors en fait, malgré mes 30 années d'expérience, je suis plutôt un jeune DSI, c'est-à-dire que j'ai passé beaucoup plus de temps dans le domaine opérationnel, donc au sein des opérations ou en direction générale. Donc, j'ai une réelle appétence en fait pour les usages avant même l'aspect techno. Très bien. Ben, on a hâte d'avoir justement ton point de vue et ton approche pour l'intégration de l'IA. Et justement, c'est une très belle transition par rapport à ça. Quel était en fait ton déclic pour investir dans l'IA chez Primial France? Alors, en fait, je pense que le 30 novembre 2022, ça fait près, un peu plus de 3 ans maintenant, il y a eu quelque chose d'assez particulier qui est arrivé, c'est l'arrivée de la mise à disposition de ChatGPT par OpenAI. Et à l'issue de ça, en fait, il y a eu une sorte d'engouement autour de l'intelligence artificielle qui existait, mais sur lesquels, là, il y a vraiment eu une logique de booster fort, en fait. On s'est rendu compte qu'un certain nombre de technologies, en fait, étaient vraiment très étonnantes. Et je pense qu'en fait, ils étaient très étonnantes, ou en tout cas, ils ont été perçus comme tels, parce qu'en fait, plutôt que d'interagir avec une machine, on a cru qu'on interagissait avec une personne. Et donc ça a levé une vague d'enthousiasme très fort. Et à partir de là, une technologie qui était en train de monter a été mise en fait sur le devant de la scène. Donc, à l'issue de ça, il y a eu beaucoup d'approches. Donc, il y a eu une activité très forte technologiquement, mais aussi, on a parlé de beaucoup de choses. Il y a eu une sorte d'effet d'emballement sur cette technologie-là. Et donc, évidemment,
partir du moment où on a commencé à voir ce genre de technologie, on s'est dit, il faut qu'on rentre dedans. Et donc, notamment avec l'impulsion de mon directeur général de l'époque, on s'est dit que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on travaille. Donc, c'est comme ça qu'on l'a abordé. Et en parallèle de ça, le groupe Agrial aussi a eu la même volonté. Et donc, on a commencé à partir, j'allais dire, de choses informelles, de mettre en place cette démarche. Euh, une chose qui est importante sur cette démarche, c'est que en fait, on est sur un changement technologique et c'est pas la première fois qu'on a eu des changements technologiques. Euh, on sait que l'informatique traditionnelle ou Internet, en fait, a déjà eu ce genre d'évolution. Et donc, il est important, en fait, quand la vague arrive, même si on ne sait pas très bien surfer, il est important de prendre la vague. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu s'engager dans cette démarche avec deux objectifs. Le premier, c'est d'essayer quand même de comprendre techniquement comment ça fonctionnait et puis s'approprier petit à petit la technologie. Et puis la deuxième chose, c'était aussi de commencer, nous en tant qu'utilisateurs, et puis l'ensemble des équipes, de voir comment on peut s'approprier ce genre de technologie. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a démarré. On a démarré petit pour pouvoir en fait se dire c'est une nouvelle vague, il faut qu'on rentre dedans. Ok. Il y a des personnes qui continuent d'arriver, donc je les accepte aussi. Très bien, Emmanuel, c'est une très belle position. Tu as devancé ma deuxième question qui était quels étaient justement les objectifs, parce que tu parlais d'intégrer ces évolutions technologiques, que c'était un must-have, qu'il fallait se lancer et que en plus de ça, le groupe avait la même volonté. Donc là, tu as cité la volonté d'apprendre, la volonté de partager ça au sein de tes équipes. Est-ce que c'était facile directement d'identifier justement les cas d'usage au début? Ou comment vous vous êtes pris? Alors, en fait, on a démarré avec une approche plutôt expérimentale. C'est-à-dire que la première chose, en fait, c'est qu'on savait qu'on ne savait pas. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a démarré par de la formation. Ouais. On a démarré au tout début, d'ailleurs, par la formation du comité de direction. Et puis après, on l'a décliné au niveau des N-1 du comité de direction. Et à l'issue de ça, en fait, on a créé une équipe pluridisciplinaire sur lequel on s'est dit, il nous faut un outil. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, on a commencé à travailler avec Swift-Task. Et en fait, l'idée, c'était que, à la fois avec les équipes informatiques et les différents métiers, on a essayé d'être très, très créatifs. On s'est dit, qu'est-ce qui pourrait servir à ça? Et donc, on a testé. On était vraiment dans un mode expérimental, c'est-à-dire qu'en fait, on a testé à petite échelle et on a testé avec des données qui étaient non critiques. D'accord, ok. Voilà. Et une fois qu'on a testé, on a pu petit à petit voir des choses. Le groupe Agrial a aussi démarré ça, a aussi lancé des formations plus larges sur le prompting, etc. Et donc, de la même manière, on s'est aligné avec la démarche de la coopérative. Et puis, on a regardé ensemble comment on se répartissait les tâches, sur quoi on travaillait ensemble, etc. Et donc, à partir de là, on a pu commencer à apprendre collectivement les sujets et on a commencé à avoir un certain nombre de cas d'usage qu'on a pu appliquer. Ok, donc là, tu parles justement de cette transformation vers l'IA, cet accompagnement des équipes, cette mise en place de la culture de l'IA. Donc, tu disais tout à l'heure que le groupe avait cette même volonté. Est-ce que c'était facile au niveau des équipes de justement partager cette vision? En fait, je pense que dans toute évolution technologique, en fait, on a une vision qui peut être assez émotive. Et je pense qu'elle est encore plus avec l'intelligence artificielle. Donc, on a vraiment presque deux camps. On a le camp des technophiles, des gens qui disent ça va tout changer, c'est super, etc. Et on a toute une partie aussi de personnes qui n'ont pas nécessairement envie d'entrer dans cette démarche, voire qui ont peur de cette démarche. Et donc, je pense que la meilleure manière
d'enlever à la fois le rêve et la peur, en fait, c'est d'éduquer et de montrer concrètement les outils. Mm. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire, en fait. Donc, Ok. c'est pour ça, au début, on a démarré en plus petite équipe parce qu'il fallait qu'on comprenne nous-mêmes. C'est très compliqué de vouloir expliquer des choses aux gens si nous-mêmes, on n'est même pas compétents sur le sujet. Donc, c'est pour ça qu'on a démarré comme ça. Ok. Euh, et après, au fur et à mesure, on a pu identifier des gens qui étaient motivés. Potentiellement, on les a intégrés dans l'équipe. Et puis, à l'issue de ça, on a pu montrer des cas d'usage concrets Mm. et on a pu commencer véritablement à donner des outils auprès des équipes. Donc, pour répondre en fait à ta question, comment est-ce qu'on a fait? Déjà, on a essayé de comprendre un peu, euh, même si on ne comprend pas tout et comme ça va très très vite, il y a plein de choses qu'on Mm. va comprendre. Et après, une fois qu'on a eu ça, on a essayé de donner des clés concrètes aux équipes par rapport à ça. Et, Mm. et avec un peu de recul, je pense qu'il y a quelques compétences clés, quelques points majeurs euh, qui sont vraiment importantes et qu'on essaye de, de mettre en avant en termes de compétences ou d'attitude à avoir. Mm. La première compétence et attitude qui est importante dans un monde qui est rempli d'informations et où on n'est pas sûr de l'info. On pourrait parler en général, mais notamment en particulier dans le cas de l'intelligence artificielle. La capacité à poser les bonnes questions, c'est un élément qui est très important. Mm. Donc, cette compétence, on n'est pas sur du technique, hein, alors, on peut le voir après avec les logiques de prompting, mais voilà, euh, poser les bonnes questions, c'est un enjeu majeur. Le Mm. deuxième sujet qui est un élément important aussi, c'est la capacité à avoir un regard critique. On est sur un système qui est quand même globalement basé sous une forme de boîte noire, c'est-à-dire qu'on est incapable de comprendre vraiment précisément comment fonctionnent les modèles de langage. On n'est pas vraiment capable en fait de voir quels sont ces ressorts. Donc, il faut vraiment garder un esprit critique pour être capable de bien comprendre comment ce que ces outils nous donnent et si c'est pertinent ou pas et comment on peut l'adapter. Mm. Et le troisième élément qui est important, c'est le fait d'avoir une démarche qui soit active, c'est-à-dire que il faut être curieux, il faut, euh, il faut oser faire les choses et en même temps, euh, il faut juste se dire que c'est une nouvelle étape dans la technologie, euh, mais il ne faut pas le subir. Et je vais Mm. prendre un exemple que vous voyez de plus en plus fleurir, c'est-à-dire que une fois qu'on a posé des questions, l'IA nous repose des questions derrière. Ouais. C'est pas parce qu'elle nous pose des questions ou elle nous propose des choses que c'est véritablement ce dont on a besoin. Et Mm. on voit derrière ça poindre une logique un peu comme on le voit dans les réseaux sociaux, où on veut en fait nous rentrer dans un système. Ouais. Ça Ouais. peut être intéressant qu'elle nous donne des idées, mais c'est à nous de savoir si véritablement en fait on est dans un mode actif ou on est dans un mode passif. Donc, Exactement. au-delà de la partie purement, j'allais dire, technique, etc., qu'on sera amené à voir, en fait, l'attitude et les compétences fondamentales de savoir poser les bonnes questions, d'avoir un regard critique et d'avoir une démarche active sont, à mon Mm. sens, en fait, des éléments qui sont très importants pour être armé face à cette évolution technologique. Mm. Mm. Ben, c'est des très bonnes réflexions que tu nous partages aujourd'hui en tant que DSI parce que effectivement, rassurer des équipes, parfois, ça peut être assez délicat et tu confirmes justement ce regard critique qu'il faut avoir. Et d'ailleurs, j'avais vu une phrase que des régions, lors de salons, disons, disons que ce n'est pas l'IA qui remplacera demain l'humain, mais c'est les humains qui utilisent l'IA qui remplaceront peut-être d'autres humains. Donc, avec ce regard critique, tu es d'accord, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais moi, ça m'a vraiment marqué dans le sens où, comme Internet, hein, tu disais au début, c'est une compétence et c'est une compétence utile. Et il ne faut pas être à la merci de la technologie, mais il faut avoir ce regard critique et être proactif. Oui, en fait, maintenant, on parle beaucoup d'approche augmentée, etc. Mhm. Il y a vraiment cette notion de lien très fort, en fait, hein, où on pense que la Ouais. machine fonctionne comme nous. D'ailleurs, il y a des tests, hein, on appelle ça le Ça me test fait de rire.
Voilà, C'est pas exactement. habitué. Voilà, pour savoir si l'interaction qu'on a, à l'issue, on pense que c'est un homme ou une machine. Oui. On voit que, en effet, il y a de plus en plus d'interactions entre les Mhm. deux, mais ce n'est pas une raison pour se dire que c'est un être humain. Il vaut mieux comprendre comment fonctionnent ces outils, il vaut Mhm. mieux identifier la meilleure manière de pouvoir en tirer parti, euh, comme on l'a fait précédemment avec d'autres technologies. Voilà, et, Oui. et juste, j'allais dire, se dire qu'on est on est plus sur un processus qu'on est sur une évolution brutale, comme ça l'a Mhm. été. Et donc, c'est à nous, nous aussi de savoir comment on aborde Ouais. cette évolution. Complètement. J'adhère complètement à ton point de vue. Merci pour ces conseils en tout cas et ces réflexions. Tu parlais d'outils tout à l'heure justement pour cette approche-là. Quelle a été justement, pourquoi tu as choisi Swift-Task? Alors, en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dès le départ avec Swiftask, c'est que c'est une plateforme qui permet vraiment d'accélérer l'apprentissage et l'expérimentation. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que Swiftask est en train de suivre l'évolution autour de l'IA. C'est-à-dire qu'au tout début, euh, l'idée, j'allais dire, une des idées majeures en fait de Swiftask, c'était de se dire on est dans un foisonnement, il y a Mm. énormément de moteurs de recherche, pardon, de modèles pardon, de LLM, avec notamment la logique de chat. Et donc, en fait, plutôt que de s'abonner ou d'avoir des contacts avec X ou Y système, en fait, Mm. le fait d'avoir un système qui regroupe l'ensemble de ces outils, bah, ça nous permet déjà bah, de les évaluer, de voir leur intérêt, etc. Et ça Mm. a été la première étape. En fait, la deuxième étape qui s'est passée, c'est la démarche agentique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ce moteur, c'est le cas de le dire, hein, en fait, c'est un moteur, mais en fait, la voiture n'est pas complète. Et là, maintenant, on se rend compte que les notions d'agent, en fait, permettent de capitaliser sur le moteur du, du, euh, du modèle de langage. Mais Mm. par contre, après, il y a toute une partie qu'on peut packager. Et de ce point de vue-là, en fait, bah, Swiftask en fait, a fait évoluer sa Mm. plateforme et a permis de manière très simple de pouvoir en fait intégrer les agents. Donc ça, c'était quelque chose de vraiment intéressant. Et puis Mm. maintenant, on voit que bah, au fur et à mesure, pareil, où les évolutions sont en train de monter autour de ces agents, eh bien, en fait, il y a de nouvelles fonctionnalités qui sont intégrées, de nouvelles compétences. Donc, c'est-à-dire que l'agent ne va pas uniquement traiter, j'allais dire, des choses purement d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il va pouvoir avoir la possibilité de pouvoir envoyer des mails, de pouvoir faire bref, d'autres choses. Et donc ça donne un terrain de jeu plus large et ça permet de le faire avec un environnement qui est directement accessible. Voilà, donc, ça, c'est l'aspect un peu DSI derrière, mais administrable. C'est-à-dire qu'on est capable de mettre à disposition un certain nombre de choses, on est capable de se partager ou pas un Mm. certain nombre d'agents. Donc ça permet aussi d'organiser une démarche collective. Mm. Ben, tu dis un peu DSI, mais c'est aussi, je pense que c'est super, c'est très très important pour le DSI d'avoir un contrôle sur la gouvernance, à qui tu partages, quel est le groupe à qui tu partages. Et donc oui, Swift-Task a donc ce tableau de bord et cette fonction de rôle qui permet d'optimiser les partages. C'est une transition justement par rapport à ma prochaine question. Donc on rentre dans le vif du sujet. Tu as l'outil, tu as l'approche, tu as l'outil. Qu'est-ce que tu nous as proposé aujourd'hui Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui en tant que cas d'usage? Alors, en tant que cas d'usage, en fait, je vais vous en proposer, trois. Mhm, En fait, un qui est un agent qu'on utilise pour analyser des normes mhm, dans le domaine de la qualité, et puis après des agents qui sont plus des agents de veille. mhm. Donc, j'imagine que là, le plus simple, c'est que je vous présente l'environnement Swiftask. Ok. Avant juste que tu nous Ouais. présentes le partage d'écran, Ouais. tu peux juste nous résumer pourquoi tu as choisi ces agents-là, qu'est-ce que ça fait
globalement et qu'est-ce que tu attends en rendu? Ok. Alors en fait, le premier, donc, qui est l'agent qualité, c'est de dire, OK, j'ai des personnes qui ont accès, qui doivent avoir accès en fait à une grande quantité d'informations pour pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Mhm. Et donc là, ce que je souhaite, c'est leur mettre à disposition en fait un outil qui va leur permettre en fait de pouvoir avoir accès à cette information sans nécessairement aller dans un paquet de documents. Ouais. Voilà. Donc là, typiquement, on est sur des données qui sont accessibles, qui sont pas confidentielles. Mais Mhm. par contre, en fait, le temps d'accès est important. Comment est-ce que Ouais. je peux simplifier la vie? Voilà. Et ça, c'est un cas d'usage qui est intéressant parce que, de manière générale, c'est un cas d'usage, j'allais dire, de gestion documentaire qui Mhm. peut être vraiment intéressant. Donc ça, c'est le premier. Et puis, les deux autres, en fait, c'est vraiment un mécanisme de veille. Donc là, je suis dans une démarche qui est différente. Mhm. Euh, c'est de se dire, il existe de l'information que je ne maîtrise pas. Donc, en Mhm. fait, je vais demander à l'agent d'aller chercher cette information sur le web, de la structurer par rapport à ce que j'ai demandé. Et à l'issue de ça, au-delà de me restituer quelque chose sous forme de chat, à des moments donnés, de faire cette activité et de me l'envoyer par mail. Là, on Automatiquement. voit, voilà. Et donc là, on voit en fait une autre étape dans l'agent, où là, l'agent va être automatisé et au-delà de donner une réponse au travers du chat, en fait, il va avoir les moyens de pouvoir utiliser d'autres types de compétences, comme l'envoi par mail. Ok, top. Est-ce que tu peux nous montrer comment on s'en sert? Qu'est-ce que Oui, ça alors, donc, je vais vous partager l'activité. Je vais mettre la fenêtre complète. Voilà, je pense que ça va être bon. Partager. Alors, je vais mettre l'écran complet, ce sera mieux parce que je crois d'autres choses à vous partager. OK. Est-ce que vous voyez SwiftTask? Oui. OK. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous en fait le fonctionnement de la plateforme. Globalement, bon, il y a les différents éléments ici, chat, agent et puis projet. Puis il y a une partie réunion qui est en bêta. Donc là, le truc classique de chat. À l'intérieur, bon, là, j'ai les agents que j'ai eu récemment. Autrement, vous pouvez avoir accès directement en fait, aux différents types d'éléments. Donc là, parmi les agents, Mhm. voilà, j'ai les agents. Donc là, moi, l'agent qui m'intéresse, c'est l'agent des normes. Voilà. Donc là, j'ai accès à cet agent. Et là, par exemple, je suis une personne côté qualité qui se pose des questions sur un type de produit. Donc nous, par exemple, on a des produits comme les carottes dans notre activité. Et sur cette activité, on souhaite notamment dire, j'ai des problématiques de calibre sur un type de produit qui sont les carottes bio. Donc, est-ce qu'il Mhm. existe des standards spécifiques pour les calibres de carottes bio? Donc, Mhm. existe-t-il des standards spécifiques pour les carottes bio et quels sont-ils? Mhm. Voilà. Donc là, le système, en fait, va aller chercher l'information sur des, des éléments qu'on lui a mis à disposition. Donc là, pour être très clair, les deux seuls éléments qu'on a mis à disposition, c'est un fichier sur lequel en fait on a défini les produits en fait qu'on souhaite traiter, Mhm. parce qu'il y en a d'autres qui font pas partie de notre métier, donc on a nécessairement de le faire. Et Mhm. l'autre élément, en fait, c'est une connexion directe sur en fait un site qui contient la totalité des normes. Mhm. Voilà. Donc là, par exemple, ici, voilà, les carottes sont bien dans la liste des espèces, vous voyez, c'est partie des points. Tac. Donc, en fait, il répond uniquement que sur ce qui existe dans le document. Donc, ça, c'est un très bon cas d'usage ici. Exactement. Donc là, Mhm. typiquement, il y a une chose qui est intéressante, c'est que là, typiquement, il dit, je ne sais pas s'il existe des standards spécifiques pour les carottes biologiques. Alors, ça peut sembler euh, un problème, mais pour moi, ça n'en est pas. Ouais. Que ça veut dire qu'on n'est pas dans de l'hallucination. C'est-à-dire que le Oui. système, en fait, a regardé la,
les éléments en fait, qui correspondent en fait, à ces éléments-là. Il me dit, bah, je ne sais pas si c'est le cas. Donc là, ce que je vais lui dire, OK, donc, ça veut dire que là, clairement, j'aurais sans doute à vérifier ces éléments-là. Mais typiquement, ça veut quand même, ce qui est intéressant, qu'il me dit, voilà, potentiellement d'aller rechercher un certain nombre d'éléments. Donc, une fois qu'on a ça, bah, une des questions que je peux poser, c'est des questions plus générales. Déjà, quels sont les standards? Là, ça montre que ton agent, en fait, il peut se connecter à plusieurs environnements externes, à plusieurs documents. Tout à fait. Il n'hallucine pas. Il sait exactement ce qu'il sait. Exactement. Et là, typiquement, une des choses qu'on pourra faire, si on va aller plus loin, c'est qu'on pourra aller regarder si c'est des éléments de règlement européen, et soit dans ces cas-là, on intégrera ça dans la base de connaissances, soit sinon, bah, on lui donnera le lien en fait, des sites où sont ces éléments, et il va pouvoir répondre après à ces points-là. Donc là, dans ces cas-là, je vais lui dire déjà quels sont les standards des cahiers carottes. Déjà avoir les premiers éléments de référence. Et là, à ce moment-là, il va reprendre les points. Donc là, on voit comment il raisonne. En fait, il est assez transparent. Alors, en fait, typiquement, on lui a demandé de décrire les éléments. Donc, voilà. Donc, après, il représente voilà, tous les éléments par exemple, qu'une équipe qualité peut avoir. Puis après, on peut lui donner les éléments, présente en tableau, etc. Et on est capable, à partir de là, d'avoir en tout cas les informations de manière beaucoup plus rapide. Voilà. Et ce qu'on voit au travers de ça, typiquement, c'est cette notion aussi d'apprentissage. C'est-à-dire que si à un moment donné, on voit qu'il manque des choses, ben on est capable à partir de là d'enrichir la démarche. Itérer, donc en fait, c'est une continuelle itération de ton agent finalement. En fait, un des éléments qui est important, c'est que ces outils-là permettent de traiter de la donnée. Et un des éléments qu'on voulait notamment, c'était de nous assurer de la qualité de la donnée. Donc, on a travaillé sur la qualité de la donnée. Maintenant que la donnée est de qualité, on peut être amené à faire évoluer les choses. Oui, complètement. Ça a l'air très simple, vu comme ça. Donc, tu nous diras un peu plus tout à l'heure si ça t'a pris beaucoup de temps de faire l'agent après avoir passé le test sur les 2 autres agents veille. Alors, en ce qui concerne les autres agents, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement en fait, sur mon Outlook. Et là, vous voyez typiquement en fait, les différents éléments qu'on peut avoir. Donc, là, typiquement, ce que j'ai, c'est quelque chose que j'utilise en ce qui me concerne. Donc, voilà, c'est un brief quotidien en fait, sur mon périmètre. Tu reçois sur ta boîte mail perso à toi. Oui, oui. Donc là, l'idée, c'est, j'ai demandé en fait 2 choses. J'ai demandé en fait une photo sur les choses les plus importantes qui sont sorties. Et sur cette base-là, je vais demander de me faire une image qui synthétise en fait, voilà, qui représente en fait l'information de la journée. Donc voilà, typiquement, là, parmi les points qu'on a, on a notamment, voilà, il y a OpenAI là, qui considère qu'ils sont ce qu'on appelle en code red, là, et a priori, ils commencent à perdre des utilisateurs. Il y a Google qui est en train de monter, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle de ça, en tout cas, ça fait partie des points importants pour moi, c'est qu'on ait les ressources qui puissent être associées. Donc là, c'est ta veille informationnelle pour que tu ne rates aucune information sur la tech. Regardez exactement quels sont les points majeurs en fait, du sujet. Donc, voilà. Et puis, on a un peu la même chose côté veille concurrentielle. Après, c'est la même logique hein, avec des approches un peu différentes sur lesquelles, là, typiquement, vous voyez l'ensemble de la structuration, donc les 5 points majeurs qui ressortent. Alors, dans les 5 points majeurs, parfois, on peut avoir des éléments qui sont des éléments hebdomadaires, mais parfois, excusez-moi, je n'ai pas d'infos, mais aussi des éléments qui peuvent être liés à des informations beaucoup plus larges. Là, on voit typiquement entrer en vigueur dividende le 25 janvier de règlement renforcé d'étiquetage. À date, en tout cas, on a encore à s'améliorer, puisque malgré certains prompts sur lesquels on demande de l'information, j'allais dire court terme, on a parfois des informations qui sont un peu plus générales. Voilà. Et donc après, on voit qu'on a les tendances marché, etc. Et sur chacun des sujets, pareil, on demande les sources, ce qui nous permet, si besoin, de pouvoir vérifier les éléments.
Voilà. Donc ça, c'est l'agent Suftask que tu as créé pour toi, Emmanuel, qui envoie directement de manière automatisée sans que tu aies à faire ce travail Oui, de c'est ça, recherche manuelle. exactement. Là, typiquement, c'est un envoi qui est créé en fait et qui permet de pouvoir avoir des accès sur, euh, de manière automatique en fait à ces Ouais. informations. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu combien de temps ça t'a pris de faire cet agent de veille informationnelle, par exemple, veille technologique? Alors en fait c'est assez rapide à partir du moment où on a l'habitude de le faire. Ouais. De manière générale, la démarche autour des agents est assez rapide. Je peux vous montrer typiquement voilà, ce qu'il en est. Donc, la manière de construire un agent, on a une première partie qui est vraiment très, très générale. Donc, là, Donc là, on est globalement, dans la configuration, c'est ça? oui, exactement. Donc, sur cette partie-là, en fait, on définit nous, l'agent, on choisit son modèle. Après, on a Mhm. une partie qui est une partie instruction. Donc là, on est sur le prompt qui sert de référence. Oui. Donc là, typiquement, bon, j'aime bien le mettre en anglais parce que comme les modèles sont basés en anglais, je préfère tant le faire. Alors, si on n'est pas nécessairement très affûté sur l'anglais, on peut le faire en français, puis après, on peut demander au système de le traduire en anglais. Mhm. Hein, mais habituellement, moi, c'est plutôt ce que j'ai tendance à faire. Mhm. Après, on peut associer des compétences. Donc là, typiquement, on voit que dans les compétences, bah, on lui associe la compétence d'envoi de mail. Mhm. Voilà. Euh, j'ai mis aussi la mémoire à long terme. Pourquoi? Mhm. Parce que à partir du moment où on est sur de la veille, l'idée que j'ai mise dans le prompt, c'est de ne pas redonner des informations qui ont été données précédemment. Ouais. Donc, le fait de lui donner en fait la mémoire à long terme, ça lui permet de se rappeler des informations qui ont été transmises précédemment, et donc Mhm. de fait bah, de ne pas redonner les mêmes informations. Mhm. Mhm. En termes de données, bah, comme vous voyez, il n'y a pas de données que j'ai associées, puisqu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur une recherche Internet. Sur la mémoire à long terme, bah, je l'ai abordé. Vous voyez, j'ai validé ces éléments-là. Et en termes d'automatisation, bah, typiquement, vous voyez, j'ai mis en place une tâche automatisée. Et Voilà. tout ça, tu n'as pas codé. Non, Tout est. non, non, on est vraiment sur on est vraiment sur des logiques, j'allais dire, de structuration, mais on est sur une solution qui est packagée, en fait. Ouais. Donc Voilà. c'est du no-code, quoi. Ok. Bah, c'est super intéressant. Donc, en fait, en très peu de temps, t'as pu créer 3 agents qui te automatisent quand même pas mal de. Déjà, les 2 agents veille concurrentielle et informationnel t'automatisent déjà de l'information. Ton agent norme qualité sert de référent de connaissances, de base de connaissances. Et donc, en fait, est-ce que derrière, tu as bien pu mesurer le ROI, le retour sur investissement de l'implémentation de ces agents? Qu'est-ce que ça t'a rapporté, toi? Est-ce que ça t'a rapporté du gain de temps? Qu'est-ce que tu peux nous partager du fait du moment où tu as mis en place ces agents-là? Alors, en fait, il faut savoir que notamment l'agent qualité, c'est pas moi proprement parler qui l'ai mis en place, en fait. Hein. Ce sont les équipes qualité qui ont travaillé avec une personne de mon équipe pour qu'on puisse créer ce genre de choses. Donc, comme je le disais, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'identifier les grands types de cas d'usage et après la manière dont on va pouvoir les déployer. Ok. Donc, euh, en ce qui concerne le gain de temps, pour moi, il, euh, il doit surtout servir, par exemple, sur le sujet qualité, il doit surtout servir aux équipes qui en ont besoin. Euh, Mm. de manière générale, je dirais que pour tout ce qui est information, bah, obtention d'informations ou structuration d'informations, les Mm. enjeux sont très forts. En ce qui me concerne, les agents les plus intéressants pour moi sont plutôt sur la forme de veille. Ça me permet d'avoir des informations très rapides et de ne pas passer du temps sur d'autres sujets. Mm. Donc là, ça veut dire en 2, 3 minutes, bah, je suis capable à la fois de savoir quels sont les sujets et si besoin d'aller sur un ou deux thèmes. Voilà. Donc Mm. ça c'est l'enjeu. Je ne faisais pas nécessairement cette démarche-là. Donc pour moi, la valeur, en fait, le ROI, il est plutôt que j'ai l'information plus rapidement et j'investis un peu de temps, alors qu'autrement, je n'aurais pas fait.
En ce qui concerne les autres sujets de, de veille documentaire, Mm, à date, là, ce sont plutôt d'autres équipes qui travaillent ces sujets-là, qui mm. sont amenées à avoir accès à de l'information régulièrement. Euh, mais j'avoue que pour l'instant, moi, je l'utilise peu. Ok. Et Suftask, ces agents-là, Suftask, est-ce que c'est des outils qui s'intègrent naturellement dans votre environnement aujourd'hui? Est-ce que tu utilises vraiment en parallèle? Alors, pour nous, SwiftTask, en fait, c'est une solution qui peut soit nous permettre de travailler sur des sujets comme de la veille, Mhm. soit autrement, c'est un outil d'expérimentation. D'accord, C'est-à-dire qu'à partir du moment où en fait on est dans une solution SaaS qui n'est pas intégrée dans notre périmètre, en fait on a fait le choix de l'utiliser comme un outil d'expérimentation. d'accord. Après, en ce qui concerne la partie des données, Mhm. euh, il y a une réflexion côté Agrial sur, de manière générale, la gouvernance et la gestion de nos données. Mhm. Et donc ça fera partie des prochaines étapes qu'on sera amené à regarder sur cette partie-là. Ok. En parallèle, alors je sais que Swiftas travaille avec d'autres partenaires Mhm. pour mettre en place des logiques d'IA souveraine, c'est-à-dire véritablement de travailler à, euh, à la sécurisation de, de la donnée et l'utilisation de modèles spécifiques qui ne passent pas par, par les États-Unis, par exemple. Voilà. Mais à date, en tout cas, nous, ce n'est pas l'orientation qu'on a prise. On Mhm. est vraiment dans une logique d'expérimentation et de test Mhm. avant de mettre en place une démarche plus large. Ok. Bah, je souligne justement ce que tu viens de dire sur la sécurité des données, sur la gouvernance, justement sur la souveraineté. Et effectivement, aujourd'hui, on l'a pas, ce sera le sujet d'une autre session. Et pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous envoie de la documentation supplémentaire sur la sécurité des données. Mais effectivement, Sultask propose des choix d'LLM qui permettent en fait d'assurer la sécurité des données en France. Et même, nous, on a nos propres serveurs avec nos partenaires pour pouvoir justement renforcer ce besoin de sécurité et de souveraineté. Emmanuel, qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour les DSI, pour les dirigeants qui souhaitent intégrer l'IA aujourd'hui, qui ont peur peut-être, qui n'ont pas une équipe forcément technophile ou technique? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je pense que de toute façon, la technologie va évoluer. De toute façon, si on n'intègre pas cette démarche d'IA, de toute façon, les utilisateurs l'intégreront de Mhm. manière sans doute non pilotée, non discutée. Et donc, pour moi, il faut rentrer dans cette démarche. Oui. Euh, et dans ce cadre-là, moi, je l'aborderai, comme je l'ai dit, avec deux angles. Un Mhm. premier, c'est l'angle technique, quand Mhm. même comprendre comment ça fonctionne. La meilleure manière de faire, je pense, c'est d'avoir une plateforme d'expérimentation, donc ce qui est le cas pour nous avec Swiftask. Et puis le deuxième, c'est aussi d'intégrer les utilisateurs le plus tôt possible, parce Oui. que c'est eux aussi qui seront capables de pouvoir identifier leurs besoins euh, Mhm. et avec lesquels on va pouvoir construire les prochaines étapes. Ok, bah, c'est des très bons conseils. On arrive bientôt à la fin du webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est le moment. Ce sera notre dernier webinaire de l'année d'ailleurs et on se reverra l'année prochaine avec beaucoup plus de thèmes à venir. Donc j'attends un peu s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, je vais pouvoir vous libérer pour manger. Pas de questions? Pas de questions. Ok. C'était un plaisir, Emmanuel, en tout cas, de vous voir aujourd'hui. Merci de nous avoir donné, en tout cas, partagé ton approche. Vraiment, c'était de très, très bons conseils. Et surtout, tu nous as proposé des usages concrets, c'est-à-dire que les add-ons, ils marchent, qu'il y a de la valeur ajoutée.
Et je pense que il y a les DSI aujourd'hui, ils pourront orienter leur choix par rapport à notre webinaire d'aujourd'hui. Non, mais en tout cas, merci à tous. Et puis, j'espère avoir pu voilà, vous donner quelques éléments. Voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse avancer. On est tous en train d'apprendre et on sait que ça n'est que le début. Donc, oui, en tout cas, voilà, à nous de continuer la suite, mais surtout, voilà, l'idée de ne pas subir, mais essayer d'avoir une démarche active collectivement pour tirer au mieux parti de cette technologie sans être, j'allais dire, trop ni peureux, mais voilà, ni trop rêveur sur ce que ça peut apporter. Super. Sur ces belles notes, en tout cas, je souhaite à toutes et à tous une très belle fin d'année et on se retrouve à l'année prochaine. Merci Stéphanie. Merci. Merci Emmanuel. Merci. Au revoir.